Merci déjà d'être là. Je voulais commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, par faire remarquer qu'on assiste ces derniers temps à un retour de la référence léniniste au sein des débats de la gauche intellectuelle, etc. Alors je pense en particulier à Andreas Malm, que vous connaissez sans doute. C'est un marxiste écologique qui a réintroduit la référence à Lénine au sein de ces débats en appelant à ce qu'il appelle un léninisme écologique, avec lequel on peut avoir des désaccords par ailleurs, mais en tout cas qui a remis cette référence-là sur le devant de la scène. Et je pense aussi évidemment à Frédéric Lordon, que vous connaissez sans doute, qui est aussi un intellectuel français, qui pour le coup ne vient pas d'une matrice marxiste au sens traditionnel du terme, disons du mouvement ouvrier, mais qui, depuis plusieurs années, se réapproprie certaines des catégories ou des concepts stratégiques qui ont été forgés par Lénine. Là, récemment encore, il a fait un plaidoyer pour ce qu'il appelle un néo-léninisme. Donc voilà, et qui est un intellectuel qui est très connu. Donc voilà. Et donc je voulais commencer par ça parce que pour moi c'est absolument significatif, ce retour même relatif de la référence léniniste dans les débats, et notamment parce que tout le monde n'est pas forcément au courant ou pas, mais en tout cas je pense qu'on peut dire que Lénine, ça fait partie un peu du refoulé de la gauche française et des intellectuels français d'une manière générale. Quand on parle de Lénine aujourd'hui, généralement il y a deux lectures ou deux mythes qui sont mobilisés. Le premier, c'est celui qui est véhiculé évidemment par l'idéologie dominante, c'est l'idée que Lénine c'est le plus autoritaire des autoritaires, c'est l'inventeur du totalitarisme, de la dictature, etc. Et donc c'est une image qui a toujours été véhiculée, mais qui évidemment est d'autant plus forte depuis la chute du mur de Berlin, toute la dernière séquence. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant le centenaire de la Révolution russe, c'était vraiment impressionnant de voir à quel point Lénine continue d'incarner toute la haine viscérale que peut avoir les classes dominantes à propos de la Révolution d'octobre, etc. Et que c'est vraiment un mythe qui reste encore prégnant aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier. Et le second mythe ou la seconde raison qui fait que c'est difficile aujourd'hui de parler de Lénine, c'est évidemment ce qui vient pour le coup du mouvement ouvrier lui-même, et notamment de la tradition stalinienne, puisque, vous le savez, Lénine a été instrumentalisé par Staline au moment de sa contre-révolution bureaucratique au sein du parti communiste du RSS. Il y a eu vraiment une instrumentalisation de ce qu'avait pu écrire Lénine, une instrumentalisation de citations sorties de son contexte, etc. Et une transformation de la pensée de Lénine en un espèce de dogme codifié, ossifié, dogmatique, etc. Qui fait, et donc vous savez, c'est ce qu'on appelle le marxisme-léninisme, qui n'a absolument rien de commun avec la pensée de Lénine, mais qui a marqué ces deux lectures, donc celle de la bourgeoisie, on pourrait dire, et puis celle du stalinisme, ont profondément entaché l'image de Lénine pour des générations et des générations. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, c'est intéressant de noter ce retour, même relatif et même limité. Enfin, je veux dire, les revendications aujourd'hui dont je parlais là de Andreas Malm ou Frédéric Lordon, c'est leur manière de revendiquer Lénine. On pourrait avoir évidemment, et on a des débats avec eux, etc. On n'est pas d'accord sur tout, mais c'est vraiment une contre-tendance par rapport à ce qui pouvait exister avant. Et à mon avis, c'est vraiment une opportunité pour nous aussi, une opportunité parce que ça permet ça laisse ouvert la possibilité d'une réappropriation de l'héritage politique de Lénine et de pouvoir discuter ces questions-là à une échelle beaucoup plus large. Et à mon avis, c'est vraiment important de voir comment rendre à nouveau vivante la pensée de Lénine pour les nouvelles générations militantes qui se mobilisent. Et donc aujourd'hui, Lénine, il a apporté énormément de choses, etc. Donc moi, je vais me centrer sur la question du parti. C'est une question qui n'est pas revenue, qui n'a pas été remobilisée dans ce retour relatif de la référence léniniste aujourd'hui. Et c'est une question qui est particulièrement emmêlée, et c'est la raison pour laquelle je propose de repartir des mythes qui ont été faits à ce propos du parti léniniste, et pour essayer de les démêler un peu le sujet et de proposer en positif, non pas une définition, mais des réflexions sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on dit qu'on voudrait reconstruire un parti du type avant-garde, un parti léniniste, etc., même si je préfère le terme léninisme de parti que parti léniniste, mais on verra
plus tard pourquoi. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est intéressant de revenir sur cette question du rapport à la fois théorique et pratique qu'a entretenu Lénine sur le parti, enfin avec le parti révolutionnaire? D'abord et surtout parce que le parti bolchevique, qui est le parti donc forgé par Lénine et qui en fait renvoie à des réalités différentes, puisque le parti bolchevique c'était d'abord une fraction au sein d'un parti plus grand qui s'appelait le Parti ouvrier social-démocrate, POSDR, c'est écrit sur la petite fiche. Social-démocrate, c'est l'appellation pour révolutionnaire à cette époque-là. Donc le parti bolchevique de Lénine, c'est l'instrument politique le plus incroyable, je pense, qu'on a eu dans l'histoire. C'est le premier parti qui a réussi non seulement à intervenir et à jouer un rôle déterminant et même décisif dans un processus révolutionnaire que vous connaissez, qui est celui de la révolution russe, et donc premier parti qui a réussi à prendre le pouvoir, à le garder contre les attaques et les offensives de la bourgeoisie russe, mais aussi internationale. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant et pourquoi est-ce qu'on remobilise en fait souvent cette question du parti chez Lénine. Et c'est d'autant plus incroyable comme outil qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, la Russie dont on va parler, c'est une Russie qui est extrêmement arriérée. Enfin, c'est un pays qui est extrêmement arriéré. Donc déjà, je le disais, c'est fin 19e, début 20e. Nous, on s'intéresse à cette séquence-là. Et donc, la Russie, à l'époque, c'est le pays le plus grand du monde. C'est un pays qui est extrêmement en retard par rapport au développement capitaliste, culturel, économique, etc. Ce qui fait que, y compris chez les marxistes de l'époque, c'était totalement impossible ou totalement improbable d'imaginer qu'il puisse y avoir lieu une révolution socialiste dans ce pays-là. À l'époque, les pronostics qui étaient faits, c'était plutôt que la révolution allait partir des pays européens. Et donc, c'est vraiment... la révolution russe, enfin voilà. Dans ces conditions-là, le parti de Lénine, qui était un parti qui était lui aussi en retard par rapport à ce que pouvaient être ses frères, enfin les partis social-démocrates européens, et notamment le parti allemand, le SPD, qui était ce qui se faisait de plus avancé à cette époque-là, qui était le modèle un peu de la deuxième internationale. Donc le parti de Lénine était en retard, et pourtant c'est celui qui a réussi à jouer ce rôle-là incroyable dans l'histoire, et c'est la raison pour laquelle Lénine a toujours constitué au sein des débats marxistes qui se posent cette question du parti une référence incontournable, et pour laquelle je pense que c'est intéressant d'y revenir. Et je le disais, en même temps, c'est une question qui a cristallisé énormément de mythes. C'est des mythes qui sont, donc je vais revenir sur eux, c'est des mythes qui sont tenaces, et qui fait que malheureusement, y compris chez des secteurs qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, revendiquaient cette question de la tradition léniniste de l'organisation, on constate qu'aujourd'hui, c'est une question qui est discréditée ou abandonnée. Et là, je pense notamment on discutait de ça dans le topo hier sur la crise du NPA. Aujourd'hui, le canal historique du secrétariat unifié dit « nous, on ne veut pas construire de parti d'avant-garde ». Et pourtant, c'est une des traditions qui, en France, continuait de revendiquer cette perspective-là. Et voilà. Donc moi, dans mon topo, je ne vais pas tenter de faire directement des parallèles avec la situation d'aujourd'hui, même si je parie sur votre intelligence à tous pour voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ce qu'on va discuter là pour penser les questions aujourd'hui. Et on pourra y revenir dans le débat, évidemment, mais c'est parce que bon, voilà, il faut réussir à faire des parallèles, mais en les faisant intelligemment, et donc du coup, je ne le fais pas directement depuis le topo. Alors, je vais organiser mon propos en 3 parties, qui sont les 3 parties que j'ai mis sur la petite feuille. Donc là, le premier mythe auquel je vais essayer de m'attaquer, c'est « Lénine avait-il peur des masses ?» Alors ça, c'est vraiment le gros mythe sur Lénine. Lénine, c'est celui qui aurait construit un parti d'avant-garde, élitiste, etc., parce qu'il avait soit une haine, soit une méfiance vis-à-vis des masses, et notamment de leur spontanéité. Donc là, c'est la première partie où on va discuter notamment donc, de cette question du rapport entre spontanéité et organisation, qui est une question en fait centrale. Vous avez vu que dans le plénier où on discutait avec Juan de la situation internationale, c'est une question qui est beaucoup revenue, cette question de comment est-ce qu'on pense cette articulation. Le second mythe, c'est Lénine était-il un sectaire autoritaire ? Donc ça, c'est la deuxième grande image qui est véhiculée sur Lénine, l'idée qu'il était prêt à scissionner tout le temps, il disciplinait tout le monde dans son parti avec une discipline de fer, etc., et qu'il imposait par la force et tout. Donc on examinera comment est-ce que les luttes internes et la question de la démocratie se posaient au sein du parti avec Lénine.
Et dans une troisième partie, alors c'est moins un mythe qu'une question ouverte, qui est vraiment la question qui se pose traditionnellement dans tous les articles, toute la bibliographie qui peut exister et qui est un peu sérieuse sur la question du parti chez Lénine, c'est Lénine a-t-il inventé un nouveau modèle de parti, ou est-ce que Lénine s'est contenté d'appliquer les conceptions de l'organisation qui prévalaient dans la social-démocratie à l'époque aux conditions spécifiques de la Russie. Donc ça, c'est une question qui est intéressante pour nous parce que de là, on tire aussi la question de savoir est-ce que c'est toujours pertinent et actuel de mobiliser les apports de Lénine. Je ne me suis pas chronométrée. Donc voilà, donc si ça vous va, on va commencer donc avec le premier mythe. Donc Lénine avait-il peur des masses ou pas? Donc je le disais, c'est vraiment à mon avis le mythe number one qui est fait sur Lénine. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ce truc-là. Non. Bon, mais en tout cas, quand on discute un peu avec, c'est vraiment l'idée un peu qui peut être envoyée à la base. Donc l'idée qu'il aurait entretenu un rapport instrumental à l'action spontanée des masses, etc. C'est à la fois quelque chose qui a évidemment été véhiculé comme image donc par les bourgeois, etc., les classes dominantes d'une manière générale, y compris par les staliniens, parce qu'en fait ça leur permettait de justifier pourquoi est-ce que les masses avaient tort et le parti avait toujours raison, et puis d'ailleurs c'était déjà Lénine qui le disait, etc. Mais y compris, c'est des débats qu'on peut avoir avec nos camarades libertaires, anarchistes, etc., qui vont dire, ouais, voilà, ok, Lénine, c'est un révolutionnaire important, mais il n'a pas parié sur la spontanéité. Alors souvent aussi, un débat qui peut revenir, c'est l'opposition qu'il y aurait entre Rosa Luxembourg et Lénine, où Rosa Luxembourg, elle, aurait toujours parié sur la spontanéité révolutionnaire, etc., et qu'en fait, elle avait eu une intuition que dans la conception du parti chez Lénine, il y aurait eu une possibilité de conception bureaucratique de l'organisation, etc. Je ne reviendrai pas sur cette opposition entre Rosa et entre Luxembourg et Lénine, mais on pourra revenir si jamais dans le débat parce que c'est intéressant. Donc voilà. Donc, je voudrais démontrer dans cette partie que non seulement c'est des lectures erronées qui font de Lénine quelqu'un de méfiant ou d'hostile à la spontanéité des masses, mais que, y compris, c'est profondément injuste, puisque en fait Lénine a toujours parié sur la question de la spontanéité révolutionnaire des masses comme un facteur absolument décisif sans lequel il était impossible de pouvoir envisager une révolution, et une révolution victorieuse encore plus. Alors, quels sont les arguments qui sont utilisés par les partisans de cette thèse d'un Lénine autoritaire ou d'un Lénine qui serait instrumental vis-à-vis des masses ? Alors, généralement, les gens qui vont développer cette idée-là, ils vont s'appuyer sur des citations qui sont tirées de Que faire ? Que faire, qu'est-ce que c'est ? C'est une brochure polémique que Lénine écrit en 1902. C'est le texte le plus connu de Lénine sur la question du parti, mais en fait, c'est même pas un millième de ce que Lénine a pu écrire sur le parti. Lénine, c'est 40 tomes d'œuvres complètes. Il a écrit des milliers et des milliers de pages, et la question du parti, c'est une question qu'il traite en permanence. Mais généralement, donc, dans cette brochure de Que faire, donc, il y a un texte polémique pour préparer un congrès dans la social-démocratie russe. Lénine, effectivement, discute sur la question de la spontanéité et généralement, donc, on te prend des citations dans lesquelles Lénine explique que la spontanéité, ça ne fait pas tout, etc., que le parti, même parfois, doit être en capacité de contrer cette spontanéité. Mais alors, quels sont les arguments qui sont utilisés par Lénine dans cette brochure ? Lénine, il utilise des arguments qui, en fait, ont rien d'exceptionnel à l'époque, qui sont plutôt des arguments assez classiques dans la social-démocratie à cette époque-là, à propos de cette question de la spontanéité. La première chose qu'il dit, c'est que l'idée de tout miser sur la spontanéité des masses, ça peut effectivement être dangereux, dans la mesure où la conscience de classe, elle ne suit pas un mouvement linéaire et progressif, il dit, mais elle est faite de flux, donc de moments où la conscience et l'activité des masses, elle va s'accélérer, etc., et donc où les ouvriers de l'époque ils peuvent faire des bonds dans leur conscience, mais ça suit aussi des moments de reflux. Et donc, tout parier sur la spontanéité, ça veut dire que tu es prisonnier des aléas de la conscience qui ne dépendent pas de toi, et donc Lénine dira, il dit exactement, l'écrasement de la conscience de classe, c'est aussi fait de manière spontanée. Donc, c'est la première limite à la question de la spontanéité, c'est le fait que, en fait, il y a des moments, et nous, c'est un truc qu'on voit tous les jours, il y a des moments de mobilisation, et puis après, il y a les moments où ça redescend. Donc, en fait, si tu paries que sur la spontanéité, tu es un peu prisonnier de cet aléa-là. La deuxième idée que Lénine développe, c'est que
et donc alors ça c'est vraiment une idée archi-classique chez les marxistes, c'est que la conscience de classe, elle ne se développe pas dans un environnement qui serait neutre, mais dans une société qui est historiquement déterminée et dans laquelle les classes dominantes, et en particulier la bourgeoisie, disposent de 1000 fois plus de moyens pour faire en sorte de véhiculer leurs idées. Et donc là, c'est l'idée classique de les idées dominantes sont les idées de la classe dominante. Donc en fait, spontanément, c'est très difficile pour la classe dans son ensemble d'accéder à une conscience révolutionnaire parce que il y a du temps de Lénine, il n'y a pas ce qu'on appelle la publicité, mais je sais pas, il y a tous les appareils idéologiques d'État, des classes dominantes, etc., qui fait que ça bloque précisément ce développement de la conscience de classe. Et donc, ce qui est important de voir, et ce qui généralement n'est pas vu par ceux qui véhiculent l'idée que Lénine, c'est un affreux contre la spontanéité, c'est que Lénine, il polémique pas tant contre la spontanéité de classe que contre ce qu'il appelle le culte du spontané. Le culte du spontané, c'est l'illusion précisément que la spontanéité seule, ça suffit pour développer un mouvement socialiste fort et développer la révolution. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on lit minutieusement le Que faire, on se rend compte que Lénine, il n'est pas inquiet parce qu'il est méfiant des limites de la spontanéité, etc. Lénine, il est obsédé par le fait que le mouvement ouvrier en Russie est en train de se développer, de se réveiller. En 1896, il y a déjà des grandes grèves, etc., du prolétariat concentré dans certaines villes, etc. Et Lénine, il est absolument en stress de savoir est-ce que les révolutionnaires, ils vont être suffisamment préparés au moment des prochaines grandes initiatives de la classe. Donc en fait, vous voyez, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire Lénine, il n'écrit pas sa brochure pour polémiquer contre la spontanéité de classe, il écrit sa brochure parce qu'il dit à ses camarades « Arrêtez de justifier votre attentisme organisationnel, arrêtez de justifier ce qu'il appelle les méthodes artisanales, c'est-à-dire le fait que, grosso modo, c'est un peu YOLO, etc., de ses camarades contre qui il polémique, en disant la spontanéité, ça fait pas tout. Évidemment, ça va être un élément absolument central, mais si vous pariez tout là-dessus, c'est juste une manière de vous déresponsabiliser par rapport aux tâches énormes qui sont les nôtres, qui sont celles de construire une organisation forte, organisée, etc., etc., parce que sinon, les grandes initiatives de la classe, elles vont se dissiper, elles ne permettront pas d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc Lénine écrit seule l'incompréhension la plus grossière du marxisme pouvait amener à croire que la naissance d'un mouvement ouvrier de masse spontané nous libérerait de l'obligation de créer une organisation révolutionnaire. Au contraire, ce mouvement nous impose précisément cette obligation, car la lutte spontanée du prolétariat ne deviendra une véritable lutte de classe du prolétariat que lorsqu'elle sera dirigée par une forte organisation de révolutionnaires. Donc on voit une idée qu'on retrouvera plus tard, mais qui est déjà très présente chez Lénine, l'idée que la révolution, c'est quelque chose qui se prépare. Et cette tension chez Lénine, pour ne pas manquer les occasions du mouvement de masse qui vont se présenter et dont il est sûr qu'ils vont se présenter, il a une grande confiance dans la spontanéité de classe, mais cette idée qu'il faut la préparer et que c'est le rôle des révolutionnaires. Donc ça, c'est généralement donc, le premier argument qui a été utilisé, mais qui, on voit, ne résiste pas à une lecture un peu attentive. Et l'autre argument qui est utilisé, généralement, c'est, toujours pour démontrer l'hostilité de Lénine à l'égard de la spontanéité de la classe ouvrière, c'est l'idée que Lénine il serait convaincu que finalement les ouvriers ne sont pas capables d'accéder à la conscience de classe par eux-mêmes, et que cette conscience de classe, elle doit être apportée de l'extérieur de la classe ouvrière. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là, mais pareil, c'est un des thèmes, c'est une des questions qui revient systématiquement dans les écrits ou dès qu'il y a des discussions un peu théoriques sur cette question. Donc cette idée que la conscience de classe doit être apportée de l'extérieur et qui serait censée témoigner, être le symptôme que Lénine il entretient un rapport instrumental à la classe ouvrière dans lequel la classe ouvrière ce serait une espèce de masse de manœuvre qu'on manœuvrerait justement et que en gros t'as l'élite éclairée. Vous savez, c'est aussi un truc qui peut se retrouver de façon un peu inconsciente. Il y a des gens qui te disent oui mais toi tu penses que tu vas aller apporter aux ouvriers la conscience nanana, tu t'es pris pour une élite éclairée, etc. Donc voilà. Donc là encore quand on lit Que faire, on voit que cette argumentation elle tient pas. Alors Lénine il développe effectivement cette idée dans Que faire, mais en fait c'est pas de sa plume. Lénine, en fait, il reprend une phrase qui est tirée, une citation de Kautsky. Alors, mini détour, parce qu'on va reparler de Kautsky. Kautsky, c'est le grand pape du marxisme de la Deuxième Internationale. C'est vraiment le big... c'est le grand chef. Il jouit d'une énorme autorité, y compris sur Lénine à ce moment-là.
Et c'est un dirigeant du SPD, donc je vous disais la principale section de la deuxième internationale, de la section allemande, donc. Et donc c'est vraiment celui qui est censé avoir tout lu de Marx et Engels, qui est vraiment genre une grande autorité. Je le dis parce que ça va beaucoup marquer, parce que donc c'est une grande autorité pour le mouvement révolutionnaire social-démocrate à l'époque dans son ensemble, mais y compris pour Lénine, c'est une grande figure. Et donc Lénine, dans le Kofer, reprend une citation de Kautsky que je vais vous lire, qui pour le coup reprend cette idée que je viens de dire que le socialisme, la conscience de classe et la lutte de classe ne s'engendrent pas l'un l'autre, mais qu'il y en a un qui vient de l'extérieur par les intellectuels. Donc je vous lis cette phrase de Kautsky, reprise par Lénine dans Que faire. Donc cette phrase dit « Le socialisme, le marxisme on pourrait dire, et la lutte de classe surgissent parallèlement et ne s'engendrent pas l'un l'autre. La conscience socialiste ne peut surgir que sur la base d'une profonde connaissance scientifique. Or, le porteur de la science, ça n'est pas le prolétariat, mais les intellectuels bourgeois. C'est en effet dans le cerveau de certains individus de cette catégorie intellectuelle qu'est né le socialisme contemporain, et c'est par eux qu'il a été communiqué aux prolétaires intellectuellement les plus développés, qui l'introduisent ensuite dans la lutte de classe. Ainsi donc, la conscience socialiste est un élément importé du dehors dans la lutte de classe du prolétariat, et non quelque chose qui en surgit spontanément. » Donc, encore une fois, c'est une idée qui est assez classique à ce moment-là, que Lénine reprend, mais ce qui est très intéressant de voir et qui a été noté par des commentateurs de Lénine qui lisent un peu minutieusement le Que faire, qui sont souvent des trotskistes par ailleurs, c'est qu'en fait Lénine il donne un sens absolument différent à cette phrase, juste quelques lignes après avoir cité cette citation de Kautsky, qui est une idée classique à l'époque. Lénine écrit « La conscience politique de classe ne peut être apportée à l'ouvrier que de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur de la lutte économique, de l'extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons. » Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Désolée d'avoir fait ce détour un peu avec des citations, etc., mais c'est absolument central parce qu'on retrouve cette idée d'extériorité chez Lénine, mais ça a un sens absolument différent. Chez Lénine, l'extériorité, ça ne décrit pas une réalité sociologique différente, c'est-à-dire ça n'est pas les intellectuels, l'extériorité, c'est pas les intellectuels par rapport à la classe ouvrière, c'est l'extériorité des rapports économiques, ou on pourrait dire aussi corporatifs, et en fait, ce que Lénine insiste, c'est sur la lutte politique. C'est quelque chose c'est la lutte politique, c'est-à-dire l'importance pour les prolétaires et donc pour les révolutionnaires d'investir le terrain de la lutte politique, qui est une idée qui à l'époque est une hérésie. C'est une hérésie dans un pays comme la Russie parce que y a un gros débat à ce moment-là en Russie. La Russie, je le disais tout à l'heure, c'est un pays qui est encore sous un régime féodal. C'est un pays dirigé par un tsar, dans lequel il n'y a pas eu la révolution démocratique bourgeoise, comme par exemple en France ou dans les autres pays européens. Et du coup, le débat qu'il existe au sein de la social-démocratie et des marxistes de l'époque, c'est de savoir quel va être le contenu de la révolution à venir, et qui va la diriger. À l'époque, la conception qui fait foi, qui est la conception commune des révolutionnaires russes, c'est que la révolution à venir, ça doit être la même révolution que celle qui a eu lieu en France en 1789, c'est-à-dire une révolution démocratique, bourgeoise, dirigée donc par la bourgeoisie, et que dans ce contexte-là, le prolétariat de Russie ne doit pas s'occuper de faire de la politique. Le prolétariat, il doit attendre que la bourgeoisie prenne le pouvoir et libéralise le pays, fasse tomber le tsar, etc. Le prolétariat, il doit simplement lutter pour des meilleures conditions économiques sur ses entreprises, etc., dans les boîtes où il est. Et donc, la position de Lénine, à l'époque, c'est vraiment une position qui est jugée hérétique. Parce que c'est avec une conception très schématique du développement historique, avec l'idée que la Russie, elle doit passer par les mêmes étapes de développement que les autres pays, et que, c'est bien connu, la révolution prolétarienne, elle peut venir qu'après une révolution bourgeoise, et que donc, pour l'instant, le prolétariat ne doit pas faire de politique. Et donc, ce que Lénine, quand il mobilisait cette citation de Kautsky, en fait, il lui donne un sens tout à fait différent, puisque lui, au contraire, il insiste sur le fait que c'est impossible de développer la conscience de classe du prolétariat si tu ne lui parles que de questions économiques. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lénine, il dit on ne va pas simplement faire des feuilles de boîte, parler aux ouvriers de ce qu'ils connaissent, discuter simplement des questions économiques, etc., etc. Il faut leur parler de politique, il faut intéresser les ouvriers à l'ensemble des injustices, il faut l'intéresser à la question démocratique, de la lutte contre l'autocratie tsariste, etc., etc.
Et donc c'est quelque chose qui est absolument central. C'est un des apports les plus importants à mon avis de Lénine au sein de la social-démocratie russe à l'époque. C'est la principale bataille qu'il mène en fait à l'intérieur du que faire. Et à cette conception du parti qui doit donc investir le terrain politique, correspond aussi une conception sur le type de militant qu'il faut forger. Et donc là, c'est l'image que vous connaissez déjà, qui est le militant révolutionnaire ne doit pas être un secrétaire de trade union, un secrétaire de syndicat, il doit être un tribun populaire, c'est-à-dire il doit, encore une fois, mobiliser l'ensemble des injustices qui ont lieu en Russie, de l'ensemble des classes y compris, et il doit aiguiser la conscience révolutionnaire du prolétariat à travers ça, pas simplement à travers la compréhension de sa relation au patron, mais d'une conscience beaucoup plus générale. Donc, je ne sais pas si cette idée, elle se comprend, vous m'arrêtez si jamais c'est totalement incompréhensible ce que je dis, mais c'est vraiment très important. Et donc, on voit que voilà, la conception du coup de Lénine, c'est que le parti, il ne doit pas simplement être un pédagogue ou encore une fois un secrétaire de trade union, mais au contraire, il doit prendre des initiatives, trouver des alliances de classe, etc. Enfin voilà, c'est une idée vraiment, vraiment centrale. Donc voilà, donc ces deux, j'ai essayé de reprendre un peu encore une fois les deux arguments centraux pour montrer que, encore une fois, Lénine, il développe pas du tout une méfiance vis-à-vis des masses ou un rapport instrumental à ça, mais je voudrais terminer avec une dernière idée dans cette partie-là, qui est de prendre l'exemple de 1905, la première révolution russe, pour essayer de voir un peu concrètement à l'épreuve de la pratique quel est le rapport qu'entretient Lénine aux masses. Alors 1905, c'est ce qu'on appelle la première révolution russe. Je n'ai pas le temps de revenir en détail, mais c'est un moment politique absolument très important. Donc c'est sur 1905 et en fait un bout de 1906, il y a une grande effervescence politique et sociale en Russie. Il y a tout un tas de grèves très importantes, certaines débouchent même sur des tentatives insurrectionnelles dans des grandes entreprises comme par exemple l'usine Poutilov, qui est une usine d'armement à Saint-Pétersbourg. Et il faut imaginer que le prolétariat de Russie, il est à la fois très minoritaire mais en même temps très très concentré. C'est des entreprises plus grosses que dans n'importe quel pays plus développé ailleurs, avec 15 000, 20 000 ouvriers qui font grève, qui revendiquent plus de liberté pour s'organiser, plus de liberté politique, etc. etc. Donc c'est vraiment un grand moment politique qui, y compris, donne raison à Lénine qui pressentait qu'il allait avoir d'autres moments d'initiative très importantes dans lesquels les révolutionnaires allaient jouer un rôle. Et donc sans revenir sur l'ensemble de cette révolution russe, de cette première révolution russe de 1905, pourquoi est-ce qu'elle est très importante au-delà même de la Russie? C'est parce que c'est la première fois à ce moment-là qu'apparaissent un outil qui surgit spontanément de la lutte révolutionnaire du prolétariat que sont les soviets. 1905, c'est la première fois à l'échelle de l'histoire de tout le prolétariat international que se développent les soviets, qui sont donc des conseils ouvriers. Soviets, ça veut dire conseil, c'est des conseils ouvriers qui regroupent des délégués, donc d'abord par usine, puis par ville, etc., qui sont des outils de lutte absolument incroyables créés par la créativité révolutionnaire du prolétariat et qui servent à s'organiser, à se coordonner, à construire en fait la lutte concrètement, etc. Et c'est des organes de lutte absolument incroyables. Hein. À Saint-Pétersbourg, le soviet de Saint-Pétersbourg, qui est celui qui est le plus fameux, on va dire, qui sera dirigé d'ailleurs par un révolutionnaire dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais dont on parle en général, qui est Léon Trotsky, qui va être le premier secrétaire, je ne sais plus si on dit président, pas secrétaire, président du soviet de Petrograd. Il regroupe des délégués de jusqu'à 250 000 ouvriers juste sur la ville de Saint-Pétersbourg. Donc c'est vraiment des organes de lutte de masse absolument géniaux. Et donc c'est la première fois que ça arrive, un truc comme ça. Et les partisans de Lénine, alors Lénine, il n'est pas en Russie directement, il est en exil, mais les partisans de Lénine, donc qu'on appelle les bolcheviks à l'époque, je reviendrai après pourquoi, ils sont déstabilisés en fait. Ils sont extrêmement déstabilisés par le développement de ces soviets. Ils comprennent pas trop à quoi ça sert, à quoi ils servent, etc. Et y compris, ils vont développer un rapport au début un peu instrumental aux soviets. Limite, ils veulent faire voter par le soviet, qui sont inféodés aux décisions du parti qui à l'époque regroupe évidemment bien moins de militants que les soviets. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et donc Lénine, de loin, il va batailler à mort contre ses propres camarades en disant mais n'importe quoi, vous avez rien compris. Au contraire, il ne faut pas chercher à inféoder les soviets
au parti. Au contraire, il faut qu'on intervienne à l'intérieur, il faut qu'on élargisse ces soviets, et oui, il faut qu'on essaye de convaincre à l'intérieur de notre orientation, etc. Mais donc, il va voir le rôle joué à ce moment-là par les soviets, mais il va y compris en tirer toute la signification, et ça va être un moment d'enrichissement théorique pour Lénine, puisqu'il va faire des soviets une pièce maîtresse de la dynamique révolutionnaire. À partir de 1905, Lénine, il est conscient du fait que ces organes de lutte qui sont surgis de la lutte du prolétariat, etc., ils vont jouer un rôle central pour réussir à mobiliser très très largement, et ils vont en fait jouer un rôle absolument déterminant dans les processus révolutionnaires. Donc Lénine, il polémique à l'époque en disant il faut pas choisir entre les soviets ou le parti, au contraire c'est les soviets et le parti, et c'est dans l'articulation des deux qu'on va pouvoir réussir à aller plus haut, etc. Enfin aller plus haut, à radicaliser la lutte et à faire la révolution. Donc ce qui est intéressant, c'est que, y compris, et je termine là-dessus pour cette première partie, on voit bien que, à partir de cette expérience-là, Lénine il va développer une idée très importante sur la question de la spontanéité et de l'organisation. Il va dire, dans les moments d'effervescence politique, l'élément inorganisé, il peut dépasser la conscience de classe de l'élément organisé. Et ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, et ça c'est un truc qu'on dit même aujourd'hui, c'est-à-dire les révolutions ou les situations révolutionnaires, elles ne se décrètent pas par les militants, mais en plus, bien souvent, les processus révolutionnaires, quand ils commencent, ils surprennent et ils déstabilisent tout le monde, y compris les militants. Et c'est ça, y compris que Lénine il voit, c'est-à-dire en 1905, les bolcheviks, qui pourtant passent leur temps à se préparer à la révolution, ils sont déstabilisés, et c'est un peu... c'est un des seuls parallèles que je vais faire, le truc des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était la même chose. Les gilets jaunes, au début, y compris nous, on était déstabilisés, etc. Et donc, par contre, ça ne veut pas dire... Enfin, c'est pour ça que l'articulation entre l'élément spontané et l'élément organisé, c'est une articulation qui est dialectique, puisque Lénine, il ne va pas dire, du coup, le parti, on s'en fout, puisque la spontanéité, ça fait tout. C'est vraiment l'articulation des deux. Et finalement, la discipline de parti chez Lénine, elle ne sert pas à contrer... la spontanéité des masses. Au contraire, la discipline de parti, elle sert à pouvoir faire des changements brusques dans la situation, et donc précisément de voir comment est-ce que tu te réadaptes à la situation qui, elle, change, et tu cherches à intervenir dans les nouveaux, à pouvoir faire cette médiation entre la théorie et la pratique, et à voir comment intervenir à intervenir dans les nouvelles situations. Et donc tu dois aussi te rendre disponible au surgissement d'événements que tu n'avais pas prévus. Et c'est pour ça que la révolution, ça s'apparente davantage à un art qu'à une science exacte. Les meilleurs avant-gardes, les meilleurs partis organisés, ils peuvent passer leur vie à essayer de faire des plans sur la révolution, et ils ont raison de le faire, évidemment, mais il y a toujours une part d'imprévu. Et c'est pour ça que la spontanéité, c'est évidemment une question absolument décisive, et la question, c'est de voir comment est-ce que tu vas être en capacité de reconnaître ces nouvelles situations que tu ne pouvais pas prévoir au millimètre, et à intervenir là-dedans. Et c'est aussi pour ça que le léninisme, à mon avis, c'est absolument l'antipode même du dogmatisme, mais c'est au contraire une conception figée des choses, c'est au contraire une pensée extrêmement vivante. Donc, premier mythe, je ne sais pas si je suis déjà hyper longue, je ne me rends pas compte combien de temps j'ai parlé, mais... 30 minutes. Ok. Je vais parler combien de temps ? 30 minutes. 30 minutes ? Ok. Bon, mais c'était le mythe le plus long parce que c'est celui qui est le plus sophistiqué théoriquement, enfin qui essaye d'être sophistiqué théoriquement, donc voilà. Donc, deuxième mythe, je vais un peu plus vite. Est-ce que Lénine a forgé Lénine est-il un sectaire autoritaire ? Donc là, c'est là où on va s'intéresser aux questions de lutte interne et de démocratie dans le parti. Donc, selon ce mythe, du mythe Lénine sectaire autoritaire, Lénine c'était un scissioniste qui était prêt à scissionner le mouvement révolutionnaire russe dès qu'il y avait le moindre désaccord, qui même avec ses propres camarades était hyper autoritaire, imposait sa discipline, enfin son avis d'une main de fer, etc., ne souffrait aucune critique, etc., etc. Donc là, on va voir aussi que c'est extrêmement faux. Donc quelques éléments. D'abord, je m'intéresse à la question du scissionisme et du sectarisme de Lénine. Donc la preuve qui est généralement avancée par ceux qui avancent cette idée, c'est l'idée que Lénine, il est responsable de la scission de 1903. Alors, la scission de 1903, c'est quoi ? Donc, le mouvement révolutionnaire russe, c'est donc, je le disais, le POSDR, le Parti ouvrier social-démocrate. Et en 1903, c'est là qu'apparaît pour la première fois la division entre la fraction menchevique et la fraction bolchevique.
Et généralement, on rend Lénine responsable de cette scission-là, ce qui est factuellement faux, on va le voir. Et pour comprendre, je donne juste quelques éléments de contexte. Donc déjà, pour comprendre que de la fin du 19e jusqu'au la première décennie du 20e, il y a un mouvement de fond dans la social-démocratie internationale qui est une tendance à l'unification. Une tendance à l'unification des divers courants socialistes. C'est là où apparaissent les organisations de masse qui sont regroupées dans ce qu'on appelle la Deuxième Internationale. Il y a une vraie pression à ça. Par exemple, en France, c'est la Deuxième Internationale qui pousse les courants socialistes à s'unifier en 1905, avec l'idée que si le prolétariat il veut jouer un rôle, il faut qu'il ait des organisations larges, pas des petits groupuscules sectaires, etc. Et donc, dans ce panorama-là, la social-démocratie russe, elle apparaît comme assez en retard, et en même temps, cette conception qu'il faut s'unifier, c'est une conception qui habite aussi Lénine. Lénine, les premières grandes batailles qu'il va mener au sein du mouvement ouvrier russe, c'est pour unifier le parti. À partir du moment où Lénine commence à militer en 1894, jusqu'à cette première division, donc que je disais le congrès de 1903, les principales batailles de Lénine, et c'est très clair quand on lit ces textes, c'est il faut en finir avec les méthodes artisanales, il faut construire une organisation unifiée, centralisée, large, etc. Il faut unifier les différents groupes qui sont dispersés partout en Russie. Et donc, Lénine, il est très... Enfin, je veux dire, c'est pas un scissionniste qui, dès le début, avait juste envie de construire son truc. Non, Lénine, au contraire, au début, il se bagarre précisément pour cette unification. Et donc, le premier jalon qui est posé dans l'unification des courants socialistes en Russie, c'est 1898, donc création du POSDR, dont j'ai déjà parlé. Mais en réalité, c'est une première création, mais il n'y a pas en vrai une vraie organisation centralité qui existe. Il n'y a pas encore vraiment une direction unique, etc., qui existe à ce moment-là. Et le congrès qui est censé être celui de la vraie unification, c'est celui qui a lieu en 1903. C'est le deuxième congrès du POSDR. Et contre toute attente, et j'insiste vraiment sur le fait que c'est une surprise pour tout le monde à l'époque, c'est le congrès de la première division au sein du mouvement ouvrier russe. C'est le premier congrès où apparaissent donc la tendance, les deux fractions mencheviques et bolcheviques. Et donc c'est de cette situation qu'est rendu responsable Lénine, alors même que c'est faux. Et ce qui est assez étonnant, c'est que déjà du temps de Lénine, ceux qui s'intéressent à ces questions, et notamment donc Rosa Luxembourg, va aussi rendre Lénine responsable de cette première division. Donc pareil, je ne reviens pas en détail, mais c'est intéressant. Et donc, le congrès de 1903, généralement, vous en avez déjà entendu parler parce que c'est le congrès de la querelle des statuts. Vous savez, la querelle des statuts, c'est donc deuxième congrès, on discute sur savoir comment on va s'organiser, on vote les statuts et hop, premier paragraphe des statuts sur les conditions d'adhésion aux statuts. En fait, il y a deux motions différentes qui sont proposées par deux camarades qui en plus sont grosso modo de la même tendance. Un camarade c'est Martov, l'autre camarade c'est Lénine. Et alors quand tu lis la première fois les deux versions des statuts, tu as du mal à voir qu'il y a une différence entre les deux. Il y en a un qui insiste sur le fait que est membre du parti tous ceux qui collaborent au parti. Ça, c'est Martov. Et puis Lénine, il dit non, il ne faut pas juste collaborer, il faut participer au parti, il faut être dans un des comités, on pourrait dire, du parti. Bon, et ben en fait, ils se divisent de ouf sur cette question. Donc il y a deux votes qui ont lieu, et la version proposée par Lénine, qui donc insistait sur le fait qu'il fallait participer activement au parti pour pouvoir être jugé membre du parti, perd la majorité de quelques voix. Mais en fait, le congrès, il ne se divise pas là-dessus. Et c'est ça que généralement, on ne sait pas. Généralement, comme c'est la grosse division qui a lieu quand on demande, y compris à des camarades qui sont un peu... qui s'intéressent à ces questions, pourquoi est-ce que les mencheviks et les bolcheviks se séparent la première fois, tout le monde va dire c'est à cause de ça. Mais pas du tout. En fait, c'est un congrès, ça dure sur des jours et des jours, il y a plein de questions qui sont votées, donc il y a d'autres questions qui sont votées. Et ce qui va donner lieu à la scission, c'est une division sur la question de combien de membres vont être composés les organes de direction et le comité éditorial du journal du parti, qui est l'Iskra à l'époque. Lénine, alors je ne vais pas sur les détails, mais je suis obligée de raconter un peu pour que vous compreniez. Lénine, il propose d'abaisser le comité de rédaction de 6 membres à 3 membres, et ceux qui sont face à lui ne sont pas contents parce que ça veut dire que certains d'entre eux ne vont pas être réélus à ce comité de rédaction éditoriale. Et donc, comme il y a des militants qui se sont barrés entre les deux votes, bref, Lénine gagne ce vote-là, donc sur la composition du comité éditorial de l'Iskra. Et à partir de ce moment-là, Martov
Axel Rod, etc., qui à la base étaient des camarades de Lénine. Enfin, c'était pas du tout écrit qu'ils étaient censés se diviser sur cette question. Font un énorme scandale. Pour eux, c'est incroyable. Lénine est vraiment un gros sectaire de vouloir les virer du comité éditorial, etc. Et donc, ils refusent de reconnaître ce vote sur lequel ils sont minoritaires. Et à partir de ce moment-là, ils scissionnent. Et ils vont, y compris dans les semaines qui suivent le congrès, organiser une grande campagne de désorganisation du parti. À la base, etc., en disant c'est impossible de continuer à militer avec Lénine, c'est vraiment un gros... Enfin bon, bref, il est vraiment hyper autoritaire, etc. Ça se fait vraiment pas, etc. On ne peut pas militer avec lui. Et donc c'est à partir de ce moment-là, donc non seulement c'est pas Lénine qui est à l'initiative de cette première scission, mais c'est à partir de ce moment-là que ses anciens camarades, donc encore une fois Martov, Axel Rod, etc., commencent à dire en plus Lénine, il met en avant, regardez son que faire et tout, une autre conception d'organisation, il est en train d'essayer de nous faire un truc différent, etc. Et donc c'est de là que naît l'idée que dans son que faire, qui était la brochure que Lénine avait écrite pour ce congrès, il aurait proposé un autre type d'organisation. Alors qu'en fait, à ce moment-là, Lénine, bon, non seulement c'est pas lui qui a l'initiative de la scission, en plus de ça, il pense que c'est une chose qui est mauvaise, parce que pour lui, la principale bataille, qui était une bataille programmatique sur la question de investir la lutte politique, etc., dont je vous parlais tout à l'heure, elle a été gagnée. Les économicistes, donc ceux qui disaient la classe ouvrière ne doit pas faire de la politique, ont été mis en minorité. C'était ça qui était central pour Lénine. Et donc, lui, il se bat, y compris pour la réunification à ce moment-là. Donc, il n'était pas du tout pour l'unification, la scission, pardon. En revanche, c'est vrai que Lénine, il refuse que ses camarades fassent un espèce de chantage à la scission. Lénine, il dit, non, moi, je suis absolument pas pour la scission, mais en même temps, vous n'allez pas me discipliner comme ça. C'est-à-dire qu'il va quand même polémiquer, etc., etc. Et donc, ça permet de voir un peu le rapport de Lénine. C'est-à-dire, Lénine, il n'était pas prêt à jeter à la poubelle la question de l'unité des révolutionnaires pour des désaccords qu'il jugeait pas suffisamment importants, mais en même temps, il refusait de se faire discipliner avec ce chantage-là, et il menait les batailles politiques jusqu'au bout. Et notamment dans un texte très important qui s'appelle « Un pas en arrière, deux pas en avant », que Lénine écrit juste après le congrès de 1903, donc ce congrès de division, Lénine revient sur tous ces débats-là, et il explique que, donc voilà, il n'était pas pour la scission, elle est du fait des mencheviks, donc mencheviks ça veut dire minoritaire, et c'est ceux qui sont donc avec Martov, Axel Rod, etc. Il explique que, même si c'était pas suffisant pour scissionner, lui, il voit derrière la proposition qui était faite par Martov ce qu'il appelle une conception opportuniste de l'organisation. C'est-à-dire, lui, ce qu'il reprochait à travers la querelle des statuts, c'était l'idée que, pour lui, c'est confusant et c'est pas une bonne méthode d'organisation que de dire qu'en gros, tous ceux qui ont de la sympathie pour le parti sont membres du parti. Non, Lénine, il dit au contraire, mes anciens camarades adversaires, là, ils veulent considérer comme membres du parti quantité de gens qui n'appartiennent pas à l'organisation, mais qui l'aident d'une façon ou d'une autre, on pourrait dire des sympathisants. Au contraire, pour Lénine, le parti doit être délimité aux secteurs les plus conscients et les plus aptes à s'organiser. Et il écrit en ce sens, il n'est pas permis, en effet, de confondre le parti avant-garde de la classe ouvrière avec toute la classe. Et c'est de là, en fait, que vient l'idée de parti d'avant-garde. C'est-à-dire, en gros, c'est un truc assez simple. Enfin, Lénine, il invente même pas un concept. En fait, quand il dit parti d'avant-garde, c'est simplement pour dire, ça veut dire que le parti, il doit organiser les gens qui veulent concrètement s'organiser, qui sont les secteurs les plus combatifs. Et c'est ces gens-là qu'on veut organiser, contrairement aux mencheviks qui, eux, disent, en gros, dès que t'es un peu sympathisant, tu peux être membre du parti, quoi. Donc, voilà. Donc j'ai pris cet exemple-là de 1903 parce qu'il est assez connu, hein, peut-être des gens ne le connaissent pas, ils se disent pourquoi est-ce qu'elle nous barbe avec ce deuxième congrès, mais c'est vraiment vu que c'est la scission originelle on peut dire du mouvement ouvrier russe, c'est une question qui est importante, mais on pourrait revenir sur plein d'autres moments parce qu'en fait il y a tout un tas de luttes politiques entre 1903, première scission, et 1912 qui est la scission finale entre mencheviks et bolcheviks et qui est à partir de là que le parti bolchevique devient un parti indépendant. Il y a tout un tas de conférences de réunification, de rescission, etc., etc., dans lequel Lénine, c'est pas vrai qu'à chaque fois sa ligne de mire ce serait de scissionner. Non, Lénine, il est pour mener les batailles politiques, mais ce qu'il considère comme central à chaque fois et qui lui permet de juger si oui ou non il faut aller jusqu'au bout de la bataille politique, etc., c'est la question du programme politique. Bon, maintenant, et en plus rapide, la question de la démocratie dans le parti.
Alors, est-ce que Lénine fait la promotion d'un parti ultra centralisé, ultra autoritaire, soumis aux décisions d'un comité central qui règne d'une main de fer, etc., etc. Et est-ce que, en gros, parce que la question qui se joue là-dedans, c'est surtout, est-ce que Lénine, c'est le préfigurateur de Staline, en gros? Sur cette question-là, on peut trouver des citations de Lénine, donc sur la question de la démocratie, qui disent à peu près tout et son contraire. Non pas parce que Lénine était un gros centriste sur cette question ou qu'il était un peu indéterminé, mais parce que pour Lénine, la question de la démocratie est toujours subordonnée aux conditions concrètes de la lutte politique du parti. C'est-à-dire que, par exemple, en 1902, quand il écrit Que faire, Lénine insiste effectivement sur la nécessité de construire une organisation hyper centralisée, mais parce qu'en fait, il y a absolument zéro liberté politique. Quand tu milites à ce moment-là, t'es soit passible tout le temps d'exil, soit y compris d'emprisonnement ou de mort parfois, et qu'en fait, un parti démocratique au sens transparence de tous les débats, où en fait tu rentres dans une cellule et tu connais les noms de tous tes camarades, c'est évident que c'est hyper dangereux et qu'en fait c'est impossible de construire une organisation clandestine dans ces conditions-là. Donc en fait, l'efficacité politique fait primer le fait que oui, il y a besoin d'une discipline et de méthodes clandestines, etc. Mais par contre, à partir de 1905, je parlais tout à l'heure de la première révolution russe, ça va être un moment où il y a une libéralisation relative mais réelle en Russie. Le tsar va être obligé de donner quelques avancées, notamment la liberté de réunion, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, à partir de 1905, Lénine devient le principal défenseur de la démocratisation du parti. C'est à partir de ce moment-là qu'il introduit ce qu'on appelle la question du centralisme démocratique au sein de l'organisation. Alors, centralisme démocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire liberté de critiquer, liberté de débat la plus importante à l'intérieur de l'organisation, mais unité d'action. Une fois qu'on a tranché nos débats, en fait, il faut être en capacité de taper tous ensemble sur le même coup, etc. Donc, c'est lui qui se fait le promoteur de cette question, et y compris qui bataille contre une conception étroite de la démocratie dans le parti. Mais c'est aussi le moment où il va y avoir l'élection des organes de direction, mais aussi une transparence et une publicité des débats internes de l'organisation. À ce moment-là, même quand tu lis des articles de 1905-1906, le POSDR, le parti ouvrier, il se fait moquer par ses concurrents libéraux parce qu'en fait, du coup, tout le monde est au courant des querelles à l'intérieur, des querelles politiques à l'intérieur du POSDR. Et Lénine dit oui, ok, peut-être que vous voyez qu'on est en train de se diviser, qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais nous, au moins, on a une publicité des débats et on pense que c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut éduquer la classe, etc. et rendre palpables les enjeux politiques de ces différences-là. Donc voilà, et au-delà même des questions d'organisation du débat démocratique en interne, à partir de 1905, Lénine il va promouvoir deux changements qui vont avoir une importance dans l'intervention même des révolutionnaires. La première, donc sur la question de l'intervention, Lénine il va dire maintenant qu'on a gagné quelques acquis démocratiques, on ne peut pas simplement réduire notre intervention à des actions illégales. Il faut intervenir et il faut utiliser toutes les possibilités qui sont ouvertes dans la situation et donc il faut développer une action aussi légale. Alors ce débat entre faut-il aussi faire des actions légales ou rester que dans la clandestinité, c'est une question qui va se retrouver et qui va faire tout un tas de débats dans les différents courants de la social-démocratie. T'as des opposants à Lénine dans sa propre fraction qui vont dire « Ouais, t'es en train de te compromettre », t'as les Bogdanov et les ultra-gauches. Il y a une tendance sectaire, en fait, Lénine dira plus tard, au sein de la fraction bolchevique qui refuse de faire la moindre action légale, etc. Et Lénine, il pense au contraire qu'il faut utiliser absolument toutes les armes qui sont permises pour faire la plus large activité et agitation révolutionnaire. Et après, en termes de recrutement dans l'organisation, après 1905, Lénine est pour ouvrir les portes du parti. Il dit « Arrêtez d'être conservateur. Je sais que c'est moi qui ai insisté sur le fait qu'il faut délimiter l'avant-garde des masses, mais précisément là on vient de vivre une révolution de ouf dans laquelle on a vu que les masses elles étaient y compris plus révolutionnaires que certains d'entre nous, et donc il va batailler contre ce qu'on appelle les comitards pour dire allez, faisons rentrer du sang frais un peu et faisons le pari d'organiser beaucoup plus largement tous ceux qui se sont éveillés à la lutte politique. N'ayons pas peur de chercher à organiser beaucoup plus largement.
Et donc, en définitive, ce que permet de démontrer ce petit détour donc, sur cette question de la lutte interne au parti et de la démocratie, c'est que le parti promu par Lénine, c'est un parti qui n'a rien de figé ou de sectaire. Hein. Au contraire, quand on étudie le développement du parti léniniste, on se rend compte que Lénine, il défend en fait une pluralité de modalités d'organisation et d'intervention, en tâchant à chaque fois d'adapter la forme, de trouver la forme adaptée la plus efficace compte tenu des conditions politiques générales. Et que c'est ça, en fait, compte tenu des conditions de la guerre qui sont fixées, non pas simplement par les militants révolutionnaires, mais par l'armée que tu as en face de toi, quoi. Et c'est pour ça que, y compris le centralisme démocratique qui est promu par Lénine, ça n'a rien à voir avec l'idée d'une direction toute puissante. Au contraire, Lénine, dans plein de textes, il insiste sur le fait qu'il faut donner des garanties démocratiques à la lutte dans le parti. C'est totalement normal et c'est même positif qu'il y ait une lutte de tendance, d'opinion, etc. dans le parti. Dans les limites, il va dire évidemment de conditions acceptées par tous. Hein, c'est pas non plus la foire... je sais pas comment on dit là, enfin je veux dire c'est évidemment dans les limites d'un cadre fixé par les congrès, etc. Et en fait, y compris quand tu étudies l'histoire du parti bolchevique, tu te rends compte qu'à plein de moments, Lénine, il se retrouve archi-minoritaire, surtout qu'en plus Lénine, il est quasiment tout le temps en exil, et il y a plein de fois où Lénine, il est minoritaire, et où Lénine, quand il est minoritaire, il est obligé de batailler comme n'importe quel autre camarade du comité central ou de l'organisation, et il essaye de convaincre, qu'il harcèle d'articles, de lettres, etc. Et il mène la bataille politique comme tout le monde, et ça lui est pas quelque chose qui lui est donné de fait. Donc voilà, ça me semblait important, enfin je trouvais que c'était important de repartir à partir de ces deux mythes, deux mythes-là, et en pas trop longtemps, parce que je pense que ça fait déjà longtemps que je parle, je voulais juste revenir sur est-ce que Lénine finalement a inventé un nouveau type ou un nouveau modèle de parti, ou est-ce que Lénine il s'est contenté d'appliquer au contexte russe d'adapter le modèle de la social-démocratie au contexte russe. Alors c'est une question qui est complexe, sur laquelle s'écharpent tous ceux qui approfondissent un peu cette question. C'est évident que Lénine il a contribué beaucoup sur cette question du parti, sinon la question ne se poserait même pas, hein, comme je disais. Et en même temps, on a vu, moi j'ai essayé de montrer aussi que Lénine, à aucun moment, il a écrit un texte en disant « Voici ma nouvelle conception d'organisation, c'est une conception différente et elle vaut pour toujours ». C'est-à-dire que le parti chez Lénine, c'est pas un parti qui est figé, donc l'idée du modèle, c'est quelque chose qui est, à mon avis, un peu impropre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tout au long des années qu'on a balayé rapidement, c'est en fait les adversaires de Lénine qui l'accusent de développer un nouveau type d'organisation. Et en fait, Lénine, jusqu'en 1914, lui, il prétend aucunement défendre un nouveau type de parti. Lui, sa référence centrale, ça reste celle, à cette époque-là, de la social-démocratie allemande, grosso modo, qui est, comme je vous le disais, le modèle à l'époque. Et jusqu'en 1914, il ne généralise pas, sur un plan théorique, ses conceptions au-delà du cas russe. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de mener des batailles concrètes au sein du mouvement ouvrier en Russie. Donc, il ne généralise pas. Ce qui n'empêche pas, on l'a vu aussi, que dans les faits, la pratique de Lénine, c'est une pratique singulière et y compris souvent minoritaire au sein de la social-démocratie, non seulement russe, mais y compris internationale. Donc il y a les polémiques avec Rosa Luxembourg qui l'accuse de forger un autre type de parti en 1904, mais il y a aussi, à partir de 1912, Kautsky qui commence à dire « Oh là là, ça commence à sentir un peu mauvais ce que fait Lénine, etc. Il est en train de fonder un parti indépendant alors que c'est pas notre conception, etc. » Mais, comme dira plus tard Daniel Ben Saïd, il a une formule qui, à mon avis, est parlante, jusqu'en 1914, pour Lénine, il s'agit encore plutôt d'une semi-rupture avec l'orthodoxie dominante, qui s'appuie sur les spécificités russes, sans développer des éléments universalisables de sa démarche. Sa problématique, à Lénine, se systématise vraiment à partir de 1914. Alors, effectivement, il y a une rupture, donc c'est évident, théorique, politique, dans la manière de concevoir l'organisation chez Lénine, mais pour la comprendre, à mon avis, il faut moins regarder le que faire de Lénine que ce qui se passe en 1914. Qu'est-ce qui se passe en 1914 ? En 1914, c'est la Première Guerre mondiale. J'ai pas le temps de revenir,
mais c'est la faillite de la Deuxième Internationale. Donc la Deuxième Internationale qui était censée être l'organisation pour la Révolution mondiale, les ouvriers n'ont pas de patrie, qui est vraiment un des credos et une des orientations centrales de tout marxiste révolutionnaire, à savoir l'idée que les prolétaires n'ont pas de pays. Et bien qu'est-ce qui se passe en 1914 ? Les principales organisations, et notamment l'ensemble quasiment de la direction des différentes sections de la Deuxième Internationale, se rallient à l'Union sacrée, votent les crédits de guerre et en fait participent à la défense de la nation, c'est-à-dire mènent une politique qu'on appelle à l'époque sociale chauvine, c'est-à-dire en gros de collaboration de classe derrière cette idée de l'union et de la défense nationale. Et alors, c'est un énorme choc à l'époque dans la Deuxième Internationale. Lénine, au début, il ne veut même pas croire que c'est vrai. Il pense que c'est une campagne de désorganisation qui est utilisée pour semer le trouble au sein de la Deuxième Internationale. Et finalement, quand il est obligé de se rendre à l'évidence du fait que, ben oui, en fait, y compris Kautsky, qui était le grand pape du marxisme, et y compris l'ensemble quasiment des autres dirigeants de la Deuxième Internationale, se sont ralliés à leur propre bourgeoisie, Lénine écrit « La plupart des partis sociodémocrates avec à leur tête, en tout premier lieu, le plus grand et le plus influent d'entre eux, le parti allemand, se sont rangés du côté de leur état-major, de leur gouvernement, de leur bourgeoisie contre le prolétariat. C'est là un événement d'une portée historique mondiale et on ne saurait faire autrement que de l'analyser sous ses aspects les plus divers. » Et donc, à partir de ce moment-là, Lénine, et il y en a d'autres aussi, mais Lénine va vraiment jouer un rôle fondamental pour comprendre comment est-ce que c'est possible une situation pareille et comment faire en sorte que plus jamais ça n'arrive. Il va être amené à réévaluer le sens et la signification de l'opportunisme. L'opportunisme, c'est quelque chose qui existait déjà au sein de la Deuxième Internationale et c'était un mystère pour personne. Lénine, il était conscient qu'en Russie, mais y compris dans les autres sections de la Deuxième Internationale, il y avait des ailes plus opportunistes. Il y a un grand débat avec l'apparition du premier réformisme en 1900, Bernstein, qui est l'inventeur un peu du réformisme. Il n'est même pas viré à l'époque du parti ouvrier allemand. Donc c'est pour dire, donc il y a l'idée que oui, il y a des courants opportunistes, mais qu'à cette époque-là, on pense que l'opportunisme, c'est un courant légitime au sein du mouvement ouvrier et que finalement il faut mener la bataille, mais on peut la mener depuis la même organisation. À partir de 1914, ce que comprend Lénine et ce qu'il va tenter de généraliser et de faire comprendre à tous ceux qui s'opposent à la guerre, c'est l'idée que non, l'opportunisme, ça n'est pas une tendance légitime au sein du mouvement ouvrier. L'opportunisme, c'est pas juste une tendance plus timorée, c'est l'agent de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier. L'opportunisme joue un rôle contre-révolutionnaire. Et finalement, la position de Lénine, qui lui avait construit une organisation indépendante en Russie, fait qu'il est en meilleur moyen de ne pas se retrouver écrasé par ces courants opportunistes, à l'opposé Rosa Luxembourg, qui elle n'est pas non plus ralliée à la bourgeoisie, qui est aussi une internationaliste, qui lutte contre l'opportunisme depuis longtemps, mais qui n'avait pas construit de fraction à l'intérieur du parti allemand, elle se retrouve totalement isolée. Elle est beaucoup moins en capacité de pouvoir détacher le plus possible d'éléments révolutionnaires de l'organisation, qui était pourtant la plus grosse organisation ouvrière à l'époque. Et donc c'est à partir de 1914 que Lénine va appeler à forger des organisations nationales et une organisation internationale indépendante. Et donc on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est à partir de là que une nouvelle ligne de fracture politique apparaît au sein du mouvement ouvrier, et ça donne un autre sens et une autre profondeur à la question de construire des organisations délimitées stratégiquement, qui luttent contre l'opportunisme et qui avaient été défendues par Lénine, mais surtout au Carus. Et donc pour conclure, et là je vous promets que c'est vraiment fini dans 3 minutes, je voudrais faire un tout petit détour, je voudrais décentrer mon propos. Donc là on a parlé beaucoup du parti, et pour faire comprendre quel est à mon avis l'apport de Lénine et comment comprendre cette rupture qu'il y a en 1914, pas simplement comme une rupture organisationnelle. C'est évidemment une rupture organisationnelle, donc évidemment que Lénine, il forge un nouveau type de parti, puisqu'il appelle à construire des partis différents dans tous les pays. Il y a des gens qui aujourd'hui, beaucoup dans le monde anglophone, nient ce truc-là en disant non, c'est pas vraiment vrai, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur ça, notamment Larsly, que peut-être vous connaissez et tout, mais ça me semble, à mon avis, être une argumentation qui ne tient pas. Lénine, il crée une nouvelle internationale et des nouveaux partis, il appelle à forger des nouveaux partis dans tous les pays, mais la rupture qui a lieu, elle n'est pas simplement organisationnelle, c'est une rupture qui, y compris, touche au cœur même de la conception marxiste et au cœur même de la théorie de la révolution. Et donc pour donner une compréhension de ce truc-là, je voudrais livrer une anecdote que vous connaissez peut-être, qui n'est pas juste une anecdote parce qu'à mon avis c'est très significatif.
En 1914, donc, Lénine abasourdi, etc. C'est un moment politique, un des moments politiques les plus terribles et les plus exigeants, en fait, pour les révolutionnaires qui restent internationalistes à cette époque-là. Et Lénine, il se barre pendant des mois et des mois dans une bibliothèque suisse pour relire 2 lectures qui vont jouer un rôle central dans la généralisation de ses conceptions. La première, c'est qu'il relit Hegel et notamment sa dialectique, etc. La deuxième chose, c'est qu'il relit Clausewitz, qui est un général prussien, théoricien de l'art de la guerre. C'est un détour théorique dans un moment où pourtant on pourrait penser qu'il faut être au taquet sur le terrain, etc., qui va jouer un rôle absolument central et décisif pour amener Lénine à rompre jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris théoriquement avec ce qu'on a appelé par la suite le marxisme de la Deuxième Internationale. Et je voudrais essayer de faire comprendre ce truc-là parce qu'à mon avis, c'est quelque chose d'absolument central pour comprendre cette rupture qui a lieu en 1914. Et donc pour continuer à comparer avec Kautsky, qui est le représentant éminent de la social-démocratie et du marxisme de la Deuxième Internationale, ce qu'on voit, c'est que ce que Lénine comprend à partir de ses lectures, c'est que chez Kautsky, la révolution, elle est assimilée à un processus quasi naturel, organique, déduite des lois historiques du marxisme. C'est une interprétation du marxisme qui met l'accent sur la révolution, mais la révolution comme un processus qui est lié au fait que le système capitaliste, c'est un système économique avec plein de contradictions et que donc la révolution, elle va venir presque d'elle-même en fait de ces contradictions-là. Et c'est pour ça, quasiment naturel. C'est une conception qu'on pourrait dire déterministe ou évolutionniste du marxisme, et dans laquelle la perspective de la révolution, elle est formellement maintenue. Kautsky revendique cette idée de la révolution, mais comme quelque chose qui arrive d'elle-même, comme un processus indépendant finalement de la volonté des révolutionnaires. Et d'ailleurs, Kautsky insiste beaucoup dans ses écrits théoriques en disant « la révolution ne se prépare pas ». La révolution, elle arrive, les révolutionnaires, ils seront là, ils vont jouer un rôle et tout, mais elle ne se prépare pas. Et ça, c'est une conception qui est vraiment différente de celle de Lénine. Et ce qu'apporte Lénine, donc d'abord de façon, implicite ou inconsciente, et ensuite à partir de 1914 comme quelque chose de beaucoup plus affirmé et explicite, c'est une interprétation différente du marxisme, dans laquelle la révolution, ça n'est pas un processus naturel, ça n'est pas simplement le résultat des contradictions économiques du système capitaliste, mais c'est toujours aussi le résultat d'une prise d'initiative, d'une action consciente. Et finalement, c'est l'idée que il y a des crises révolutionnaires. Les crises révolutionnaires, Lénine dira, elles ne sont évidemment pas décrétées ou lancées, initiées par les révolutionnaires, comme on a vu en 1905 et comme je vous disais. Mais toute crise révolutionnaire ne débouche pas sur une révolution. Pour qu'une crise révolutionnaire débouche sur une révolution victorieuse, ce qui est déterminant, c'est le facteur subjectif, c'est-à-dire c'est l'intervention consciente, organisée, c'est la prise d'initiative, c'est le projet stratégique. Et à mon avis, c'est là une divergence vraiment de fond. Je ne sais pas si je la fais bien sentir, mais à mon avis, c'est vraiment central. Et c'est là qu'on comprend, et ça c'est un mérite de nos camarades, on va bientôt traduire un livre qui va s'appeler en français « Marxisme, stratégie et art militaire ». On comprend pourquoi est-ce que Lénine, il fait tout un travail de réappropriation critique des apports des théoriciens de la guerre comme Clausewitz, parce que le parti, c'est pas simplement un pédagogue qui va essayer d'instruire la classe, etc., etc. C'est un opérateur stratégique, c'est un peu une boîte de vitesse. Le parti, il doit être en capacité de saisir les moments où il faut faire des initiatives, de forger des alliances, d'avoir une réflexion consciente sur la stratégie de l'adversaire. Et donc, le parti, il est censé être ce qui permet d'unifier et d'articuler l'ensemble des tactiques et des batailles ponctuelles à le projet stratégique, à la conception révolutionnaire. Et c'est là qu'on voit, à mon avis, vraiment en quoi est-ce que le parti chez Lénine, c'est un parti qui est différent. Alors, il n'y a pas de théorie systématique de ce truc-là, mais je ne sais pas si j'ai réussi à faire comprendre cette différence dans la manière dont Lénine, finalement, pense le parti. Et c'est pour ça aussi que le parti n'a pas de forme figée. Au contraire, sa forme, elle dépend des situations. Il doit faire preuve d'une grande flexibilité. Il doit savoir intervenir à partir de toutes les situations, préparer l'offensive, préparer des reculs pour mieux reprendre l'offensive, etc. Et c'est pour ça que le parti chez Lénine, c'est surtout un parti de combat qui se pose la question de comment prendre le pouvoir, quelles initiatives mener, comment est-ce qu'on arrive à forger des militants qui sont des combattants, etc., etc.
Et voilà, désolée, j'ai été un petit peu...